Bonjour Agathe Lambray, bonjour Paul Laroutureau, bonjour à ceux qui nous écoutent. Bonjour Paul, merci d'être avec nous sur France Info, Olivier Faure. Emmanuel Macron est sur tous les fronts. 11 jours après le début de la guerre au Moyen-Orient, le président multiplie les échanges, les déplacements à Chypre, puis sur le porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée hier. Le chef de l'État qui qualifie la mobilisation de la marine française dans la région d'inédite. On l'écoute. Il y a maintenant une semaine, la guerre a commencé dans la région. Et donc faire revenir le porte-avions avec l'ensemble des frégates qui l'accompagnent, c'est à la fois pour nous une évidence et ce qui va nous permettre d'agir. D'abord parce que nous avons des ressortissants dans la région. Néanmoins, nous pouvons être confrontés à des situations d'urgence et il est important de pouvoir opérer. Le président est-il en train de nous engager dans la guerre, Olivier Faure ? J'espère que non. Ce serait une folie de se lancer à la poursuite de Donald Trump et Benjamin Netanyahou, dont on comprend désormais que leur objectif n'est nullement la démocratie, la libération d'un peuple, le peuple iranien, mais qu'on est face à une gigantesque improvisation. Vous avez hier le Pentagone qui explique que la guerre sera longue, le président Trump qui explique qu'elle est bientôt finie. On a une forme d'inconnu sur les buts de guerre réels que poursuivraient les États-Unis et Israël. Et je rappelle que cette guerre se mène sans aucun mandat et qu'elle est un précédent redoutable parce qu'elle permet de laisser penser que désormais le droit international n'a plus sa place et que seul compte la force. J'ajoute que ça a aussi des conséquences dommageables sur un autre conflit, qui est le conflit entre la Russie et l'Ukraine, puisque je vois que les sanctions sont levées pour partie, pour l'instant, sur la Russie, qui va pouvoir y compris profiter de la guerre en Iran pour renflouer ses propres caisses pour faire la guerre contre l'Ukraine. Vous voyez qu'on est quand même dans une situation assez paradoxale et que nous n'avons rien à voir avec ce que sont Netanyahou et Trump aujourd'hui qui poursuivent une guerre qui est totalement illégale. Ça veut dire que vous n'auriez pas envoyé le porte-avions Charles de Gaulle ? Non, ça veut dire que je souhaite que la France reste à l'écart et que les actions qui soient menées soient exclusivement liées à la protection de nos ressortissants, de nos propres bases et de nos propres alliés, parce que là, c'est dans la logique même de répondre aux traités que nous avons signés. Et c'est ce que dit le président, Olivier Faure. Le président qui insiste, il dit « nous ne participons pas à un conflit en cours ». Est-ce que vous pensez, aujourd'hui, on a entendu vos mises en garde, mais est-ce que la position de la France et celle d'Emmanuel Macron est équilibrée, selon vous ? Le seul flou qui demeurait, c'était l'utilisation des bases françaises pour des actions dites défensives pour les Américains. Moi, je ne sais pas comment on sait ce que font les Américains. Je ne veux pas que les Américains puissent, à un moment quelconque, utiliser la position de la France pour considérer que désormais, ils sont légitimes à agir parce que nous aurions nous-mêmes avalisé par notre silence ce qui est une opération qui, je rappelle, est une opération illégale. Et donc, ça suppose que le président français rappelle en permanence que nous sommes, nous, reliés au droit international et que nous ne considérons pas que ce conflit est un conflit qui est légitime. Il ne le fait pas suffisamment pour vous ? Je pense qu'il pourrait le faire davantage. Et demain, lorsque nous irons à Matignon, eh bien, les journalistes rappelleront quelle est leur position. Justement, Matignon et pas l'Élysée, vous aviez demandé à être reçu par le président de la République. Pour finir, ce sera Sébastien Lecornu. Vous êtes satisfait de cette rencontre ? Bon, écoutez, j'ai pas de problème avec le fait que ce soit Sébastien Lecornu qui reçoive. C'est pas. C'est ton niveau ? Il est Premier ministre et donc qu'il soit là pour informer les représentants que nous sommes, qu'il soit là pour dire quelle est la position que la France tiendra au cours des prochains jours, qu'il fasse la clarté sur nos intentions, ça me paraît être une bonne chose. En tout cas, ça correspond à la demande que nous avons formulée, qui est d'avoir de la clarté. Et un point régulier, vous voulez que chaque semaine, bien sûr, un point régulier, parce que nous ne pouvons pas. Je rappelle que si la France devait à un moment prendre le risque de s'engager dans un conflit, ça supposerait que le Parlement soit saisi. Et d'ailleurs, ça n'exclut pas la nécessité d'un débat au Parlement pour que les choses soient très claires pour les Françaises et les Français. Qu'est-ce que vous entendez ? Et que nous sachions exactement comment la France se positionne par rapport à Trump, par rapport à Netanyahou, mais aussi par rapport aux autres Européens, pour qu'on sache que nos bases sont claires. Je vois qu'il y a tous les Européens ne le sont pas. Je vois que Merz, qui est allé faire sa génuflexion à la Maison-Blanche, est aujourd'hui dans une forme
de complaisance coupable vis-à-vis de Trump, moi je ne veux pas que l'on puisse penser un seul instant que nous ne sommes plus souverains, que désormais les États-Unis décident pour nous, et que nous sommes dans une situation où nous sommes entraînés à l'insu de notre plein gré dans un conflit qui n'est pas celui que nous avons choisi. D'un on vous a répondu juste sur le débat parlementaire que vous réclamez. Vous avez eu une réponse ? Pas encore, mais j'imagine que demain, le Premier ministre y répondra. Ça relève, en l'occurrence, de sa volonté à lui, plus que de celle du président. Autre question à laquelle l'exécutif doit répondre, la flambée des prix de l'essence. Le Rassemblement national demande au gouvernement de baisser les taxes. LFI propose de bloquer les prix de l'énergie. D'abord, que propose le Parti socialiste ? Bon, d'abord, la première chose, c'est que nous avons une réserve stratégique qu'il faut utiliser pour permettre de faire tampon et d'éviter une hausse des prix, comme c'est le cas depuis plusieurs jours et qui inquiète légitimement nos compatriotes qui se disent « écoutez, le problème c'est que moi j'ai besoin de ma voiture pour aller travailler, pour emmener mes enfants à l'école, pour aller faire des courses, bref, pour faire tout ce que ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir recours au transport collectif doivent faire. » Et donc ça suppose d'abord... Ne l'exclut pas, ça ne veut pas dire qu'il l'envisage complètement. Et moi, je voudrais qu'il l'envisage et que cette réserve puisse servir comme elle a servi à d'autres époques pour permettre d'éviter cette flambée des prix. Ensuite, si le conflit devait durer, si nous ne pouvions pas utiliser simplement cette réserve stratégique pour faire tampon, eh bien, je suggère qu'il y ait une forme de chèque énergie, comme il y a eu un chèque bois, qui permettrait là de cibler les ménages les plus modestes qui ont besoin d'être accompagnés dans ce moment-là et de faire en sorte que nous puissions en fait les accompagner, les aider à supporter cette augmentation du prix du gaz. Encore un chèque, Olivier Faure. Est-ce qu'on a l'argent pour faire un chèque de plus ? C'est pas un peu démagogique ? Justement, ce que je propose là, c'est de faire en sorte que ce soit un chèque qui soit à destination des populations les plus vulnérables. Donc, il ne s'agit pas d'en faire une mesure générale. Ce que vous évoquez, c'était le chèque énergie qui a été effectivement très coûteux, qui a coûté près de 70 milliards quand il a été mis en place pour quelques années, mais et là, nous n'en avons plus les moyens. Vous voulez le conditionner au revenu, c'est ça ? Bien sûr, le conditionner. Quel seuil ? Ça, il faut voir... c'est votre proposition. Oui, d'accord, mais enfin, moi, ce que je veux, c'est qu'on puisse envisager avec le gouvernement de prévoir donc un seuil à partir duquel, eh bien, on a un accompagnement qui permet aux gens de ne pas souffrir de cette hausse des prix. Par ailleurs, je pense que pour les emplois qui permettent le télétravail, il faudra aussi que les employeurs s'y mettent et suggèrent à certains de leurs employés de rester travailler chez eux pour comme du temps du Covid. Pour éviter, comme le temps du Covid, ne ramenons pas ça au Covid, ça n'a à peu près aucun rapport. Mais la vérité, c'est que nous n'avons pas toujours besoin de nous déplacer. Et puis, dernier point aussi sur lequel il faudra réfléchir, c'est comment est-ce qu'on fait pour que dans les villes où des transports publics sont assurés, comment est-ce qu'on fait pour baisser les tarifs, pour les rendre parfois gratuits pour certaines populations aussi, et faire en sorte que le prix de la mobilité ne se répercute pas sur le pouvoir d'achat des Français qui sont déjà à l'os. Donc vous demandez trois choses. Vous demandez un chèque, plus de télétravail, et le troisième point, pour être plus précis, j'ai pas bien compris. Tout simplement que sur les transports publics, on veille à ce qu'il y ait des tarifs qui soient accessibles, peut-être même la gratuité pour certaines parties de la population. Mais donc c'est encore un chèque de l'État en premier lieu. Non, là c'est en l'occurrence les collectivités. Les collectivités, par exemple pour Île-de-France Mobilité. Mais ce que je dis, c'est que la première chose qui doit être envisagée, c'est d'abord d'utiliser la réserve stratégique. Pourquoi je dis ça ? Et le blocage des prix que propose la France Insoumise ? Le blocage des prix, il a quelque chose de séduisant dans le principe. Mais le blocage des prix, il pose deux problèmes. Le premier problème, c'est que soit il est compensé, et donc en réalité, ce sont non pas... Tout à l'heure, j'ai écouté sur votre antenne ce que disait la représentante de l'industrie pétrolière. Elle-même n'y est pas opposée. Pourquoi ? Parce que si on bloque les prix, en fait, c'est l'État qui compense les éventuelles pertes à l'industrie pétrolière. Donc c'est l'État qui paye la différence. Donc c'est un manque à gagner pour l'État. Si l'État ne compense pas, la réalité c'est que les raffineurs qui alimentent notre pays, préféreront vendre à des endroits où ils sont mieux rémunérés. Et dans ces cas-là, en fait, on risque la pénurie. Donc c'est là où il y a effectivement une solution qui est boiteuse. C'est la raison pour laquelle je viens de vous faire des propositions qui me paraissent. Et on entend vos propositions, Olivier Faure. Fin février, Jean-Luc Mélenchon a ironisé sur le nom de Jeffrey Epstein, sous-entendant que les médias prononçaient Epstein et non Epstein pour cacher son identité juive. Il a ensuite écorché le nom de Raphaël Glucksmann, qu'il a appelé Glucksmann. Réaction de l'intéressé. On ne joue pas avec une salle
sur des noms à consonance juive ou à consonance étrangère. Ce n'est pas la tradition de la République. Et donc en faisant cela, Jean-Luc Mélenchon confirme qu'il est devenu le Jean-Marie Le Pen de notre époque. Jean-Luc Mélenchon est-il le Jean-Marie Le Pen de notre temps, comme le dit Raphaël Glucksmann ? D'abord, revenir sur ce que Jean-Luc Mélenchon a dit. C'est un homme cultivé. C'est un homme qui connaît parfaitement l'histoire de France, qui connaît parfaitement aussi les mauvais jeux de mots qui ont pu être utilisés au cours de notre histoire politique. Et donc, cette double saillie avait des relents antisémites évidents. Il est antisémite, Jean-Luc Mélenchon ? Je ne dis pas je ne sais pas ce qu'il est. Ce que je sais, c'est que il a aujourd'hui utilisé des procédés rhétoriques pour faire rire une salle sur des noms juifs, et il savait parfaitement ce qu'il faisait. Comme Jean-Marie Le Pen à l'époque ou pas ? Est-ce que le parallèle avec Jean-Marie Le Pen est pertinent ? Je ne ferai pas de parallèle avec Jean-Marie Le Pen, pour une raison qui est très simple, c'est que Jean-Marie Le Pen était un homme dont chacun connaît là aussi l'histoire, connaissait aussi les propositions, connaissait le danger de ce qu'il portait. Je ne mets pas sur un même plan la France insoumise et le Rassemblement national. Vous avez d'un côté des gens dont toute l'histoire rappelle qu'ils sont pour l'exclusion d'une partie de la population, et vous avez la France insoumise qui, dans ses excès, dans ses outrances, dans parfois ses saillies à caractère antisémite. Oui, parce que c'est pas la première fois qu'elle est épinglée pour ce n'est pas malheureusement la première fois avec l'antisémitisme. Et ce que je dis, c'est que aujourd'hui, ils sont à la fois une cause de division de la gauche, d'affaiblissement de la gauche, et ils sont un danger parce que ils assignent à résidence une population dont ils pensent qu'elle pourrait être sensible à des arguments à caractère antisémite. Vous parlez de l'électorat musulman. Je pense que dans un moment comme celui-là, à la veille d'une élection municipale dont chacun a bien compris que LFI ne serait pas le moteur de la gauche et que la seule force qui est en mesure de barrer la route à la droite et à l'extrême droite, c'est le rassemblement des socialistes, des écologistes, des communistes, de l'après, de Debout, de Place Publique. Et donc, il y a là une évidence au fait que Jean-Luc Mélenchon, à 15 jours de premier tour, a cherché à mobiliser un électorat dont il pense qu'il se mobilise peu pour les élections municipales. Et donc, il a commis une faute lourde qui est d'assigner à résidence une population qui n'est pas antisémite. Je vis au milieu de Français qui sont de culture, d'origine ou qui sont musulmans pratiquants. Je vis avec eux et je vois bien quelle est leur réaction aujourd'hui. Ils ne sont pas dans une forme, ils n'assimilent pas les Français juifs à ce qui se passe aujourd'hui en Cisjordanie, à Gaza, parce qu'ils savent très bien qu'il y a aujourd'hui, y compris des Français juifs, qui pensent des choses très différentes les uns des autres, et qu'ils ne sont pas les commanditaires ou les soutiens de Netanyahou. Et donc, il n'y a aucun parallèle à faire entre les uns et les autres, et le faire serait au contraire arriver à amalgamer, et donc à considérer que tous les juifs se ressemblent, que tous les juifs pensent de la même façon, et qu'il y a la matière à une forme de haine, de légitimation de la haine qu'on aurait à leur endroit. Donc vous dites qu'avec ces discours à relents antisémites, Jean-Luc Mélenchon cherche à assigner l'électorat musulman à résidence en pensant que ce type de discours lui plairait, ce que vous désapprouvez. Quelles conséquences a cela ? Est-ce la rupture ? Vous nous direz dans un instant, mais tout de suite, c'est l'info en 1 minute avec Philippine Thibaudot. Il est 8h47. Et les montagnes russes pour le pétrole mondial. D'abord plus 30% hier, le baril a finalement baissé d'environ 10%. En cause, les déclarations cette nuit du président américain assurant une fin prochaine de la guerre au Moyen-Orient. Le gaz européen perd également 15%. À la pompe en France, le gasoil a dépassé la barre symbolique des 2 € le litre. Le syndicat Force ouvrière exige des mesures immédiates du gouvernement face à la hausse des prix. Ce gasoil et essence qui ne seront plus dans les réservoirs des voitures Renault dans 4 ans. La marque annonce passer au tout électrique d'ici 2030, soit 5 ans avant l'interdiction par l'Union européenne de faire rouler les voitures thermiques. Après Chypre et le porte-avions Charles de Gaulle, retour d'Emmanuel Macron à Paris. La France accueille aujourd'hui un sommet sur le nucléaire. Objectif, concrétiser la relance de l'électricité d'origine atomique. Et puis un avant-goût du match PSG-Chelsea demain avec ce soir le début des 8e de finale de la Ligue des Champions. Galatasaray-Liverpool à 18h45, Bayern Munich-Atalanta Bergame, Newcastle FC Barcelone et Atlético Madrid-Tottenham à 21h. France Info. Le 8-30 France Info. Agathe Landray
Paul Larouturou. Avec Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, on parlait à l'instant de Jean-Luc Mélenchon, accusé d'antisémitisme par certains à gauche. Quelles conséquences, Paul ? Oui, comme dans la première partie de cette interview, le Bureau national du PS a dénoncé les propos antisémites intolérables de Jean-Luc Mélenchon. Conséquence, dites-vous, à la fois pas d'accord national avec LFI, mais des accords locaux restent possibles. On va vous interroger sur cette rupture. Est-ce que vous jouez double jeu ? Mais d'abord une question très précise. Dans combien de villes faites-vous alliance avec LFI dès le premier tour ? Je n'en ai aucune idée. Une soixantaine ? C'est ce que Bruno Retailleau annonce et sans doute... Et les décomptes indépendants des journalistes. Et sans doute est-ce vrai. Il n'y a ça pas un vous double pose jeu pas de là. problème. Mais où voyez-vous un double jeu ? Ce que je condamne, c'est les dérives d'un homme, de Jean-Luc Mélenchon, qui aujourd'hui entraîne... Mais je vais finir. Qui entraîne aujourd'hui à la fois ses militants, ses élus, ses sympathisants dans une forme de réprobation générale. Et donc, il y a là, effectivement, un sujet Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que tous les insoumis, est-ce que tous les candidats qui sont aujourd'hui candidats en France se rattachent à cette dérive ? Ils sont quand même membres de ce parti, Olivier Faure. Il n'y a pas de membres de ce parti, vous le savez très bien. Mais adhérer à un parti dont le dirigeant est Jean-Luc Mélenchon, c'est adhérer au discours de Jean-Luc Mélenchon. Moi, vous espérez que les adhérents du Parti Socialiste, ils adhèrent à la ligne du Parti Socialiste et à votre discours. C'est pas toujours le cas, c'est vrai, au Parti Socialiste. Donc vous avez compris qu'on a le droit, y compris dans une formation politique, même si elle est dirigée de manière très autocratique, de se dissocier de son dirigeant. Et moi, ce que je souhaite, c'est que l'ensemble de ceux qui, aujourd'hui, ont suivi avec sincérité ce que la France insoumise a pu porter sur le terrain social, sur le terrain de la lutte contre la discrimination, contre le racisme, etc., eh bien, puissent aujourd'hui dire clairement qu'il se désolidarise de Jean-Luc Mélenchon quand il tient des propos comme ceux qu'il a tenus. Qu'on ne peut pas être de ceux qui légitiment la violence. On ne peut pas être dans l'outrance, on ne peut pas être dans le mensonge non plus. Olivier Faure, vous avez une seule personne aujourd'hui, candidat insoumis avec lequel vous êtes allié, qui est venu vous voir et qui vous a dit gardez-moi parce que je me dissocie fermement de ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Vous avez des exemples concrets de candidats qui vous l'ont dit ? Moi, ce que je vous dis, c'est que d'abord, sur les listes que vous évoquez, ce sont des villes qui sont souvent des villes, des petites villes où les gens travaillent ensemble depuis toujours, qu'ils passent leur vie ensemble, qu'ils sont militants ensemble, qu'ils défendent le même projet communal. Et vous n'allez pas m'expliquer que parce que des gens partagent une même vision de la gauche, ils ne peuvent pas se rassembler. Donc, vous n'avez personne qui est venu vous voir pour vous dire je me dissocie de Jean-Luc Mélenchon. Mais j'entends, mais non, mais juste, est-ce que vous avez bien sûr. Certains sont venus vous voir pour vous le dire ? Mais bien sûr qu'il y a des gens gênés aujourd'hui à la France insoumise. Et même, vous le savez, même la presse l'a évoqué, vous avez même dans son groupe parlementaire des gens qui disent trop c'est trop, ça n'est plus possible, on ne peut pas continuer comme ça. Vraiment ? Et c'est la raison pour laquelle Jean-Luc Mélenchon s'est excusé. Vous ne croyez quand même pas que Jean-Luc Mélenchon s'excuse tous les matins ? Ça ne suffit pas, non, parce que effectivement... Il s'est excusé sur Raphaël Glucksmann. Oui, d'accord, mais ce que je dis là, c'est qu'il a bien compris lui-même que dans son propre mouvement, il y a des gens qui n'en peuvent plus. Et donc moi, ce que j'ai vu, y compris sur le terrain, j'étais toutes les semaines depuis au moins un mois, je suis tous les jours en campagne quelque part en France. Je peux vous dire que je rencontre sur le terrain des gens qui distribuent les tracts pour les insoumis. Quand je les interroge et eux-mêmes viennent me dire, c'est un problème. Mais c'est un problème. Donc, ils savent qu'il y a aujourd'hui, y compris parce que quand ils font du porte-à-porte, aujourd'hui, il y a des portes qui se referment brutalement en leur disant non, on n'est jamais plus, on ne parlera plus avec vous, on n'est plus d'accord, on ne peut pas suivre. C'est devenu un repoussoir, LFI. Qu'est-ce que je vous dis ? C'est vous qui le dites. En fait, le problème, c'est que à la fois, il consolide un socle de gens qui se sont radicalisés autour de lui, et en même temps, il a fait descendre le plafond. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il reste un candidat de premier tour qui est un candidat valable, qui rassemble un socle qui est un socle non négligeable, mais il est le plus mauvais candidat de la gauche au second tour dans une élection présidentielle. Parce qu'il serait celui qui serait le plus absolument battu par l'extrême droite. Ce serait non seulement une défaite pour les Français, parce que nous aurions l'extrême droite qui serait au pouvoir, mais en plus, ce serait un chèque quasi blanc pour Jordan Bardella, qui aurait là l'onction du suffrage universel, parce que Jean-Luc Mélenchon, par ses outrances, par ses mensonges, par ses dérapages, eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Il solidarise la droite et l'extrême droite. Vous lui avez dit directement ça ? Aujourd'hui, effectivement, une menace d'abord pour la gauche et ensuite pour la France. Vous lui avez dit directement à quand remonte votre dernier contact personnel, tous les deux ? Ça fait très longtemps, puisque nous ne nous sommes plus parlé depuis
violences urbaines qui ont suivi l'affaire Naël. C'est vous dire que ça fait près les de ponts 3 sont ans. rompus, mais vous faites alliance au premier tour à Talence, à Niort, à Saint-Malo ou à Montluçon. Donc vous comprenez cette incompréhension ce matin ? Mais il n'y a aucune incompréhension à avoir. Enfin, je me répète. C'est parce que vous voulez pas perdre les électeurs mélenchonistes. Mais je ne crois pas que les électrices et les électeurs de gauche soient irréconciliables. Là aussi, je vous fais part de ma propre expérience dans ma propre circonscription. Je vis avec des gens qui ont été insoumis. Et parfois, ils ont été socialistes avant, et qui sont passés de l'un à l'autre, de l'autre à l'un, et que ça n'a pas, et que tout simplement, à un moment, eh bien, ces gens-là, je leur demande de réfléchir et de dire, il y a aujourd'hui une offre possible, une offre que porte le Rassemblement de la gauche et des écologistes, qui est une offre qui n'est pas moins radicale que celle que pouvait porter la France insoumise. Mais nous n'avons pas, nous, la violence, l'antisémitisme, nous n'avons pas tout ce que, aujourd'hui, qui crée un plafond de verre au-dessus de la France insoumise et qui la rend malheureusement infréquentable pour nombre de Françaises et de Français. C'est la raison pour laquelle, eh bien, dimanche prochain, 15 mars, allez voter, mais allez voter pour une gauche qui peut gagner, une gauche qui peut faire barrage à la droite, qui peut faire barrage à l'extrême droite, qui peut permettre de changer Olivier vos Faure, vies, tout le monde n'a pas votre changer vos villes. conception à gauche. Jérôme Guedj, par exemple, député socialiste, dit mieux vaut perdre une élection que de perdre son âme. François Hollande dit il est hors de question qu'il y ait un accord avec LFI, et il parle notamment du second tour. Il dit il vous appelle à faire la clarté. Pas d'accord, pas d'alliance entre socialistes et LFI au second tour. Est-ce que pour le second tour, vous êtes prêt à renoncer à tout accord, quitte à perdre une mairie, oui, mais parce que vous êtes attaché à vos valeurs? Mais j'ai entendu moi aussi ce que disait Jérôme Guedj, par exemple. Il a dit que s'il était confronté à un choix entre LFI et le RN, il choisirait LFI. Alors ça, il l'a dit, mais après il est venu sur France Info et il ne l'a pas redit. Il n'a pas dit ça. Mais il l'a dit, donc c'est qu'il le pense. Moi, je crois à la sincérité des gens, et je crois aussi à son propre parcours. Je sais d'où il vient, et je sais quels ont été les points de rupture avec Jean-Luc Mélenchon, particulièrement sur la question antisémite. Mais alors, donc, à Paris, à Marseille, comment vous faites si vous avez besoin des Insoumis au second tour? Est-ce que vous dites il n'y aura pas d'accord avec les Insoumis, même si on perd Marseille, Paris, Nantes? Mais d'abord, vous êtes en train de laisser penser qu'il y a des multiplications d'accords qui se créent partout. La réalité, c'est que vous savez très bien, et vous avez entendu encore hier en meeting Jean-Luc Mélenchon, Sophia Chikirou, qui ont réussi à taper sur le candidat socialiste qui est Emmanuel Grégoire, qui a su rassembler la gauche et les écologistes, et ils ont totalement épargné Rachida Dati. Mais vous ont pas épargné vous. C'est vous dire à quel point ils ont envie de faire l'accord avec le reste de la gauche. Je vais vous citer une citation. Leur objectif dans cette élection n'est pas de faire gagner la gauche. Leur objectif est au contraire de faire en sorte qu'il y ait une forme de vide à gauche qui permette à Jean-Luc Mélenchon de se déployer dans l'élection présidentielle. Donc ne laissez pas penser un seul instant que nous sommes à la veille d'accords partout en France. C'est faux. Un mot rapidement. Vous avez un autre désaccord avec LFI. Ce sont les liens de ce parti avec le mouvement Antifa La Jeune Garde, mouvement mis en cause dans la mort de Quentin Derenque. Est-ce que Raphaël Arnaud, fondateur de la Jeune Garde et élu insoumis, peut rester député, selon vous? Mais Agathe Lambray, j'entends que depuis 10 minutes maintenant, on parle de la France insoumise. Moi, ma vie ne tourne pas autour de la France insoumise. Au municipal. Non. Ce que je vous dis, c'est que ma vie ne tourne pas autour de la France insoumise. Mais sur Quentin Derenque, mais je vais vous répondre. Raphaël Arnaud, parce que vous étiez à l'étranger, vous n'avez pas beaucoup parlé. Je vais vous répondre, mais simplement vous dire que, en fait, on vient de commencer cette émission en parlant de la menace. Et la menace, elle ne vient pas de la France insoumise. Elle vient de l'extrême droite dans le monde entier. Elle vient de l'extrême droite en Israël. Elle vient de l'extrême droite aux États-Unis. Elle vient de l'extrême droite en Hongrie, en Italie. En l'occurrence, c'est Quentin Derenque, c'est un militant identitaire qui a été tué. Mais ce que je vous dis, c'est que à force de laisser penser que tout le problème en France et dans le monde, c'est la France insoumise, vous donnez une importance à Jean-Luc Mélenchon qu'il n'a pas. Mais donc répondez à la question parce qu'il faut à la question. Il y a une enquête qui est en cours. Et moi, je respecte l'état de droit pour tout le monde, y compris pour Raphaël Arnaud. Est-ce qu'il est commanditaire de cette opération? Est-ce qu'il était au courant? Est-ce qu'il a un lien quelconque avec un mouvement qui était dissous? Donc il ne doit pas démissionner. Mais pour l'instant, il y a une enquête. Vous voulez dire que vous n'en savez rien? Vous ne savez pas? Vous ne pouvez pas, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est incriminé sur quelque sujet que ce soit, dire qu'il est présumé innocent et faire comme si Raphaël Arnaud, lui, était présumé coupable. Donc je vous dis, il y a aujourd'hui
une enquête qui est en cours. Si l'enquête détermine des responsabilités de la part de Raphaël Arnaud, évidemment, il devra démissionner. Mais je ne veux pas précéder la justice. Ses assistants parlementaires. Mais d'accord, ce sont ses assistants parlementaires. Mais enfin, je ne crois pas que vous ayez, c'est dans ces temps-ci, demandé au RN de bien vouloir se retirer un certain nombre d'endroits quand ils avaient des gens qui étaient soit assistants parlementaires, soit des gens qui sur leur liste... On interroge régulièrement le Rassemblement national. Merci beaucoup, Olivier Faure, d'avoir répondu aux questions de France Info. C'est qu'il faut avoir les mêmes principes pour tout le monde, autrement on n'est plus compris et surtout on n'est plus écouté. Merci Olivier Faure, merci Paul. Merci à vous. Vous restez avec nous, les informés tout de suite.